BFM Business, BFM Crypto, le club. 16h37, comme chaque jour à cette heure-ci, en effet, les meilleurs experts crypto français viennent nous parler de cet écosystème et du marché crypto. Ils viennent de nous rejoindre. Lilian Aliaga, rédacteur pour Cryptost. Bonjour Lilian. Bonjour Guillaume. Bienvenue, ça faisait un moment qu'on ne vous avait pas vu. Vous allez bien ? Ouais, ça va très bien, merci. Welcome back. Et Cyril Sabag également à nos côtés aujourd'hui. Bonjour Cyril. Bonjour Guillaume. Bienvenue également, directeur de Melanion Capital. Vous proposez un ETF action sur le Bitcoin, le tout premier ETF réglementé UCITS sur Bitcoin, on le rappelle, et vous investissez donc dans les 30 sociétés ayant la plus forte sensibilité au Bitcoin. On va en parler dans un instant. Lilian, d'abord, ce bad buzz qui se poursuit autour de Binance depuis quelques jours. Que se passe-t-il ? Est-ce qu'on est dans une bulle de buzz ou sur des fondamentaux qui deviennent vraiment plus inquiétants ? Ouais, alors c'est un petit peu compliqué pour Binance en ce moment, depuis même plusieurs semaines. Déjà concrètement, après la chute de FTX, toutes les plateformes d'échange de crypto-monnaies centralisées sont clairement visées, pointées du doigt, épiées même par les utilisateurs. Et Binance, la première d'entre elles, puisque c'est la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. Pour rappel, il y a un petit peu plus d'une semaine, Binance avait connu des retraits assez massifs, plus d'1 milliard de dollars en l'espace d'une journée. Ça avait causé quelques problèmes techniques. Ils avaient été obligés de suspendre même les retraits en stablecoin USDC. Alors ça avait créé énormément de panique, bien entendu. Sauf que bon, c'était un petit problème technique lié au fait que Binance utilise des banques pour pouvoir opérer des gros virements entre stablecoins. Et donc concrètement, il devait attendre que les banques réouvrent le lundi pour pouvoir opérer ces transferts. Bon, le lundi, forcément, les retraits en stablecoin USDC ont été remis en place. Ça s'est passé d'ailleurs tout à fait correctement, puisque depuis, Binance a vu un petit peu plus de 3,5 milliards de dollars fuir les comptes de leurs utilisateurs sans qu'il y ait particulièrement de problème. Donc de ce côté-là, c'était plutôt de la panique un peu injustifiée. Après, Binance fait actuellement face à une enquête judiciaire qui a été remise sur la table par l'agence de presse Reuters, qui a sorti des nouvelles informations à ce sujet. Évidemment, le contexte était aussi un petit peu mal choisi. Et puis, aujourd'hui, encore nouvelle actualité au sujet de Binance. Il semblerait, alors là, je parle au conditionnel parce que c'est sorti ce matin, l'actualité n'a pas encore été totalement vérifiée, ça a été rapporté par nos confrères de chez Mediapart, mais il semblerait que un groupe d'une quinzaine de personnes ait porté plainte en France contre Binance pour concrètement avoir fait de la publicité en France alors qu'il n'avait pas encore l'enregistrement PSAN, parce que pour rappel, Binance a obtenu son enregistrement PSAN en mai 2022 et ils auraient commencé à faire de la publicité pour leur activité en France depuis fin 2020 concrètement, et notamment pour ce fameux stablecoin UST qui s'est effondré en début d'année. Donc voilà, ce qui est reproché à Binance, c'est ça. C'est assez compliqué pour Binance en ce moment. Il y a eu aussi des réserves qui avaient été émises envers cette fameuse preuve de réserve qu'avait fait Binance au sujet de ces réserves en Bitcoin. Notamment, ils avaient publié leur preuve de réserve, donc en fait les adresses sur lesquelles ils détiennent les crypto-monnaies de leurs clients pour pouvoir prouver qu'ils détenaient bien ces cryptos et qu'ils ne les utilisaient pas à d'autres fins, comme l'avait fait FTX par le passé notamment. Sauf que le cabinet qui avait audité ces preuves de réserve, Mazars, a tout simplement supprimé la page sur laquelle ils hébergeaient ce dossier. Et ils ont ensuite expliqué qu'ils allaient arrêter d'opérer avec des clients dans le secteur des crypto-monnaies. Forcément, encore plus de panique contre Binance. Sauf que heureusement, il y a eu aussi une autre entreprise entre-temps qui est arrivée, qui est CryptoQuant, qui est une société spécialisée dans l'étude de données sur la blockchain, qui a analysé les adresses publiques de Binance, des portefeuilles de Binance, et ils se sont rendus compte qu'ils détenaient bien, comme ils l'avaient expliqué, les fonds de leurs clients à hauteur de 97%. Donc c'est venu un petit peu apaiser les tensions. Mais voilà, il y a toujours des nouvelles actualités sur Binance tous les jours qui sortent, et ça va pas forcément dans le bon sens. Et c'est vrai qu'il y a un soupçon général après l'affaire FTX. Et en plus, donc vous le disiez, d'après Mediapart, 15 investisseurs français qui attaquent en justice Binance, qui n'auraient pas respecté effectivement les règles de l'AMF en matière de publicité. Ils auraient fait de la pub avant d'être PSAN. Binance se défend en disant qu'ils ne maîtrisent pas ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Tout à fait. Et surtout aussi, ils parlent d'un potentiel groupe communautaire, donc sur Telegram, qui s'appelle Binance France. Concrètement, ça va être compliqué de savoir si ce groupe c'est de la publicité ou si c'est simplement un groupe pour que des personnes puissent échanger entre eux, des utilisateurs de Binance. Voilà, il y a un petit flou juridique là-dessus. Ça va être compliqué parce que si cette
plainte va à son terme, ça peut véritablement impacter Binance. Et on voit le poids qu'a Binance aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies. Ça peut être un petit peu compliqué. Ouais. Oui, parce que tous les chemins mènent à Binance dans cet univers des cryptos. Binance, c'est pas Binance. La preuve. Et alors, il y a plein de Binance différents en plus. Là, on va parler de Binance US. Binance US, filiale de Binance, rachète, oui, on n'est pas un paradoxe près, rachète Voyager Digital. Ouais. Alors là, clairement, la boucle est bouclée. On parle vraiment de toutes les actualités de cette année 2022 qui sont réunies en une seule actualité. C'est magique. Pourquoi ? Parce que Voyager Digital, c'est une société qui avait fait faillite en début de cette année, je crois, en début d'été même, à cause justement de l'affaire de l'UST. La chute, vous vous souvenez de ce fameux stablecoin algorithmique qui s'était décorrélé du cours du dollar. En fait, ils ont fait faillite parce qu'ils avaient prêté des fonds à 3 Arrows Capital, qui est un fonds d'investissement qui, lui, a fait faillite à cause de l'UST. Donc là, on a déjà quelques grosses actualités de l'année. Et puis, le lien avec FTX, bien sûr, parce qu'il y en a un, c'est que c'était FTX qui était censé racheter Voyager Digital. Et finalement, à cause de la faillite de FTX, on se doute, c'est Binance US qui est la filiale américaine de Binance qui va racheter les actifs de Voyager Digital. Donc concrètement, ils vont les racheter pour un petit peu plus d'1 milliard de dollars. L'idée, ça va être tout simplement de rembourser les utilisateurs qui ont été lésés, qui voyaient leurs fonds verrouillés depuis maintenant plusieurs mois. Évidemment, on se doute, il y a un impact intéressant pour Binance, c'est qu'ils vont être remboursés directement sur leur compte Binance en 1 pour 1, donc ils récupéreront leur crypto-monnaie. 1 pour 1 sur leur compte Binance, ouais, en 1 pour 1. Voilà. D'accord. Bon, Cyril Sabag, dans un instant, on parlera de l'impact de tout cela sur votre ETF, les performances de Bitcoin, et si votre ETF parvient à répliquer au millimètre près la performance du Bitcoin, on en parle dans un instant. Juste avant, c'est vrai qu'on en parle tout le temps ici, la grande crainte des banques centrales, c'est que le système financier s'expose de plus en plus aux cryptos et que les montagnes russes des cryptos entraînent un jour un possible risque systémique pour le système financier traditionnel aussi. Le comité de Bâle assouplit, mais vraiment à peine sa position là-dessus. Les banques, c'est le choix, c'est la décision du comité de Bâle, les banques pourront bien détenir des cryptos en réserve, mais seulement à hauteur de 2% de leurs réserves. C'est pas énorme, Lilian. C'est pas énorme, mais c'est quand même une petite progression. En effet, le comité de Bâle qui s'est tenu dans la Banque des règlements internationaux, la BRI, a établi des nouvelles normes prudentielles concernant les réserves en crypto-monnaie des banques commerciales. Et donc concrètement, d'ici 2025, ces banques pourront détenir 2% de leurs réserves en crypto-monnaie. Alors ça représente au cours actuel à peu près 3 000 milliards de dollars quand même, quand on sait que le marché des crypto-monnaies est capitalisé actuellement 800 milliards de dollars, c'est beaucoup. Mais bon, cette hausse, elle n'est quand même pas assez importante pour les banques commerciales qui auraient espéré plutôt un seuil aux alentours de 5%. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que les actualités, on en parlait du marché des crypto-monnaies, sont quand même assez négatives cette année et ça n'a forcément pas joué en la faveur des crypto-monnaies forcément. Bien sûr, l'actualité de l'année n'aura pas porter un coup de projecteur très positif à l'écosystème, voilà. Même si bien sûr beaucoup de projets continuent de se développer quand même. Mais donc le comité de Bâle choisit de limiter à 2% les réserves que les banques pourront allouer aux crypto-monnaies. Cyril, vous l'observez aussi, vous en êtes un acteur de cet écosystème, vous l'observez vivre, bouillonner, souffrir aussi beaucoup en ce moment. Et puis vous regardez aussi de très près comment les institutionnels, justement, à l'instar de ce que nous racontait à l'instant Lilian, comment les institutionnels réagissent à cet hiver crypto. Ils fuient l'écosystème ou il continue quand même envers et contre tout à s'y intéresser de plus en plus? Écoutez, c'est très intéressant parce qu'on aurait pu s'attendre, après la chute d'FTX, au fait que les institutionnels s'éloignent des cryptos. Ça a été plutôt, et chez des très grands noms, et je vais en parler, un peu le contraire. C'est-à-dire que ça a été plutôt un moyen pour eux de trouver des opportunités ou de se dire, finalement, on va peut-être régler des choses qui n'ont pas été réglées par typiquement FTX. Donc, je peux donner quelques exemples. Donc post-FTX, pour rappel, la chute d'FTX, c'était le 11 novembre. Donc on a eu, sur les jours qui ont suivi, JP Morgan qui a confirmé sa volonté de créer une plateforme d'échange et de paiement en crypto-monnaie sous la marque JP Morgan Wallet. Pour rappel, JP Morgan, on vient de très loin. Le PDG disait qu'il ne voulait pas du tout s'approcher des cryptos, donc c'est relativement intéressant. On a eu ensuite, à la fin du mois de novembre, Fidelity, qui va proposer une plateforme de trading crypto pour ses clients. Oui.
Et enfin, Fidelity qui est aussi, c'était alors avant l'affaire FTX, c'était aussi lancé dans l'univers crypto en proposant des produits pour préparer sa retraite, c'est ça, à base de crypto, certains absolument, absolument, à l'intérieur du système de retraite américain. Et enfin, on a début décembre Goldman Sachs qui a confirmé sa volonté d'investir, et c'est ces termes qui ont été choisis, plusieurs dizaines de millions de dollars dans des sociétés qui auraient pu souffrir post-FTX. Qui sont là un peu pour faire leurs courses, en se disant, ben voilà, il y a peut-être des opportunités à prendre. Un peu plus récemment aussi, on a eu PayPal et Consensus, vous en avez parlé vendredi dernier dans les pros des cryptos, voilà, pour s'associer, pour pouvoir faire de l'achat de crypto via MetaMask. Donc oui, les institutionnels continuent, en tout cas ça n'a pas calmé les ardeurs et la volonté d'investir dans l'écosystème crypto. Oui, parce que les institutionnels voient toujours un certain potentiel, bien sûr, dans cet univers qui continue d'attirer un certain nombre d'investisseurs, d'autant plus avec des cours qui ont beaucoup reculé. Vous l'observez aussi chez Cryptos, vous couvrez en permanence l'actualité 24/24, l'intérêt, l'appétit des institutionnels du monde de la finance traditionnelle pour les cryptos. Cet appétit a peut-être été un tout petit peu refroidi, mais il n'a pas disparu, Lilian ? Il n'a pas disparu, et d'ailleurs très récemment on a traité une actualité qui était assez intéressante, c'est quand on regarde les portefeuilles de ces acteurs institutionnels, c'est CoinShares qui mettait ça en avant. Les produits short sur Bitcoin au niveau des institutionnels ont décollecté je crois de 25% en gros globalement, donc ça montre que là les institutionnels peut-être pensent qu'on a connu en tout cas un bottom sur Bitcoin, ou du moins ils sont de plus en plus confiants envers Bitcoin. Donc voilà, ça montre, c'est assez intéressant en tout cas. Bon, tout ça reste très très volatile, et on rappelle qu'il ne faut investir en crypto que l'argent dont on n'a pas besoin. Depuis votre dernier passage, Cyril, c'est quoi ? C'était il y a 3 semaines, début décembre, les marchés actions ont pas mal corrigé depuis. Ce mois de décembre est pas top, le CAC a perdu 5%, c'est ça ? C'est ça, le CAC, l'Eurostoxx ou le S&P 500 environ 5%, il y a le Nasdaq qui a perdu 7%. Et le Bitcoin, il a fait mieux ou au contraire, il a sous-performé une nouvelle fois ? Non, le Bitcoin a fait un peu mieux, il a perdu 2%. Notre ETF, quant à lui, a sous-performé depuis le 1er décembre, puisqu'on a fait moins 15%. Alors cette mauvaise performance est principalement due aux sociétés de mining. Donc le mining aujourd'hui est vraiment sous pression. Parce que dans cet ETF, vous proposez, on le rappelle, à une trentaine de sociétés liées de près au Bitcoin. Parmi ces sociétés, des sociétés de mining, de minage. Sauf que l'écosystème, l'univers du minage souffre énormément. Vous parlez même de détresse des acteurs du minage en ce moment. Tout à fait, c'est un peu une traduction de distress, donc comme on peut l'entendre aux États-Unis quand on a des sociétés en difficulté. Oui, pour rappel, rapidement, le mining, c'est lié au principe de validation des transactions sur la blockchain Bitcoin. Et cette validation, un mineur, lorsqu'il valide, il doit résoudre une équation complexe, cryptographique, et il est rémunéré en Bitcoin. C'est comme ça que marche le mining. La rentabilité, la capacité à miner et la rentabilité d'un miner, en fait, est analysée et peut se voir suivant 4 facteurs. Donc la puissance de calcul, parce que bien sûr, pour résoudre ces équations, il faut des machines très puissantes. Donc la puissance de calcul, la difficulté du mining, le coût de l'électricité et le cours du Bitcoin. Ce qui permet d'analyser la rentabilité d'un miner. Bon, on peut voir facilement qu'il y a 3 de ces 4 facteurs qui ont été mis à mal ces derniers temps. La difficulté de mining est à son plus haut historique. Le prix d'électricité, on le sait, a fortement augmenté au niveau mondial, en particulier à cause du conflit Russie-Ukraine, et les zones de mining n'ont pas été épargnées. Et enfin, le cours du Bitcoin qui a énormément baissé. Donc, ces 3 facteurs ont eu pour conséquence une très très forte correction des valeurs autour des sociétés de mining en bourse. On a même, il y avait un article récemment sur le Financial Times qui disait que les valeurs de mining étaient celles qui étaient les plus shortées par les hedge funds, donc les plus vendues par les hedge funds. Donc ce qui s'est passé pour notre ETF, c'est que finalement le parcours de ces sociétés de mining s'est écarté du cours du Bitcoin. Et nous, vous l'avez rappelé au début, en fait on investit dans les sociétés qui ont un parcours, qui ont une sensibilité très forte au Bitcoin. Donc cet écartement a eu pour conséquence, lors du dernier rebalancement, puisqu'on rebalance notre portefeuille tous les 3 semaines, d'alléger
le poids de ces mineurs. Ah oui. On avait 50% de mineurs au dernier rebalancement de septembre. Aujourd'hui, on en a 25%, donc un quart du portefeuille. Parce que leur capitalisation a fondu, parce que c'est très compliqué. Et surtout, finalement, quand on analyse la sensibilité de ces mineurs, le cours finalement de ces actions par rapport au Bitcoin, on s'est énormément éloigné. Et nous, c'est un facteur qui est regardé pour pouvoir investir. Donc finalement, le dynamisme de rebalancement de notre ETF a permis de rectifier le tir et faire en sorte qu'on est moins investi aujourd'hui. Mais puisqu'on parle des sociétés de minage, de mining, de moins en moins de mineurs, enfin on peut l'imaginer, dans la mesure où beaucoup d'entre eux, même les géants du minage, souffrent en ce moment, on va aller vers quoi? Vers une concentration du minage? Enfin, comment est-ce que vous voyez l'avenir du mining et les impacts possibles sur le Bitcoin? C'est une question que les néophytes peuvent se poser, Lilian. Des prix d'électricité. Alors, une difficulté de minage qui a augmenté, donc il faut de plus en plus d'énergie pour miner Bitcoin, alors que le Bitcoin rapportent de moins en moins et que les prix d'électricité, eux, progressent de plus en plus. Pour les acteurs du minage, on a vu les dégâts. Quel avenir du coup pour le minage ? C'est vrai que c'est une situation un petit peu complexe, on en parlait justement un petit peu avant, c'est que normalement dans ce genre de situation on peut s'attendre à voir une capitulation des mineurs, donc c'est-à-dire certains mineurs qui décident de débrancher tout simplement leur machine. Ça permet à la difficulté de minage sur le réseau de diminuer et donc ça résout une petite partie de l'équation. Sauf que pour le moment on n'a toujours pas observé de véritable capitulation des mineurs, ce qui fait que ce stress il est toujours latent. Et on a un peu l'impression, comme on disait tout à l'heure, d'avoir un peu un barreau d'honneur des mineurs qui tentent le tout pour le tout et qui attendent de pas être les premiers à lâcher l'activité de minage. Oui, et quand un certain nombre de mineurs commenceront à lâcher leur activité, à ce moment-là, la difficulté de minage va baisser. Voilà. Et c'est pour cela que la consommation d'énergie nécessaire va aussi baisser, ce qui permettra à ce marché de retrouver une forme d'équilibre. Ce qui leur permettra d'être un petit peu plus rentable dans leur activité et donc d'être soulagés, en tout cas à court terme. Oui, il y aura moins de compétition. En fait, je pense qu'une sélection va s'opérer parmi les mineurs. C'est simple, il y a des mineurs qui sont très leveragés, donc qui ont emprunté énormément. Donc là, c'est extrêmement difficile pour eux de rembourser. Donc finalement, les sociétés de minage qui vont perdurer sont les sociétés qui vont être le moins endettées, peut-être les plus vertueuses en termes d'énergie, de consommation d'énergie, vers l'énergie renouvelable. Voilà, donc c'est sûr. En tout cas, si la situation n'évolue pas, c'est sûr qu'on va avoir une sélection naturelle, je dirais, des sociétés. Et ce qui se passe va orienter le minage vers des solutions en effet de plus en plus économes, dans le sens où de moins en moins émettrices de CO2, parce que justement les mineurs qui s'en sortiront, ce sont ceux qui sont les plus déconnectés du système, donc éoliennes, donc barrages, oui, etc. C'est un des paramètres de l'équation. Pour information, il faut savoir que ce virage vers les énergies renouvelables avait déjà été opéré lorsqu'Elon Musk avait critiqué le côté très énergivore et dangereux pour l'environnement du Bitcoin. Déjà, les miners avaient opéré un peu une transition énergétique vers les énergies renouvelables. Du coup, rebalancement de cet ETF, puisque les sociétés de minage sont de moins en moins corrélées à l'évolution des cours du Bitcoin, pour toutes ces raisons que vous avez citées. Or, c'est la mission de votre ETF, rester corrélé au Bitcoin. Donc, tout à fait. Leur poids baisse et du coup, vous devez compenser, vous rebalancer en intégrant de nouvelles sociétés à cet ETF. Quelles sont ces sociétés ? On peut peut-être démarrer par PaySafe Limited, qui a intégré votre ETF là en ce mois de décembre. Tout à fait. Donc, on a de nouvelles sociétés qui arrivent. Donc, PaySafe, c'est une société de solutions de paiement B2B et B2C. Donc à la fois à destination des entreprises et des particuliers, qui permet le paiement en crypto-monnaie avec l'échange quasi instantanément, on peut recevoir les fonds quasiment instantanément, et également le paiement via carte de débit liée aux crypto-monnaies. Donc une société qui est liée aux crypto, société de paiement, qui est lié aux crypto. Donc ça, première société qui intègre, nouvelle société qui intègre. Et dont vous dites que sa valorisation en bourse intègre totalement l'histoire FTX, etc., etc. Enfin, c'est aussi l'avantage d'investir et d'intégrer de nouvelles valeurs en ce moment dans un ETF, c'est que, on tient compte de ce qui s'est passé cette année. Alors, on ne sait pas si on a déjà vu le pire du pire, on verra ce que nous réserve 2023, mais enfin, ce sera compliqué de faire bien pire que 2022. Oui. Donc, on intègre déjà le pire du pire et c'est peut-être, du coup, un avantage pour l'investisseur que de choisir d'investir là en ce mois de décembre, c'est l'idée. Tout à fait. La correction a été telle que, effectivement, on se dit, une fois qu'on a atteint on est sur les points bas, donc, oui, c'est intéressant de pouvoir commencer du moins à investir ou reprendre l'investissement pour toutes les raisons qu'on a données. Donc, PaySafe est un exemple. Je peux en donner d'autres. On a Robinhood, par exemple, qui intègre notre indice. Donc, Robinhood, très connu,
plateforme de trading retail, donc à destination des particuliers, dont on a beaucoup entendu parler pendant le Covid. On disait que des gens s'ennuyaient beaucoup et se sont mis à faire du trading. Voilà, donc Robinhood propose du trading sur les actions, les ETF, les options, les cryptos. Et ça a été un des précurseurs d'ailleurs sur les cryptos, qui propose l'investissement crypto depuis début 2018. Voilà, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont intégré notre indice. Donc il y a un lien fort avec l'écosystème crypto. Et la volatilité, ça vous fait vraiment pas peur, hein. Robinhood, c'est très très volatile. Oui. Bon, écoutez, voilà. on est censé suivre le Bitcoin, donc en termes de volatilité. Exactement. Voilà, bon. Et une troisième que vous avez choisi d'intégrer dans cet ETF que vous proposez chez Melanion, c'est le titre Rambus. Oui, alors Rambus, c'est une société spécialisée dans les puces électroniques de sécurisation et d'accélération des données. C'est une société, je dirais, qui est au premier maillon de la chaîne du mining, puisqu'elle équipe finalement les machines de mining. Alors justement, on pourrait se dire, mais le mining, on a dit qu'on voulait en sortir. Je pourrais donner un peu une analogie. Vous savez, les fournisseurs de pelles sont ceux qui ont gagné plus d'argent que les chercheurs d'or. Voilà, eux fournissent le matériel pour les machines de mining. Donc c'est un peu une analogie intéressante. Voilà. Et puis à côté de ça, cette société, elle a investi dès 2011 dans une société qui s'appelle Crypto Research et qui est spécialisée sur la recherche et le développement autour de la blockchain et de la cryptographie. Voilà les trois nouveaux entrants dans cet ETF. Rambus, vous le disiez, Robinhood, dont on parle également régulièrement dans cette émission. Et puis la première dont vous nous avez parlé, c'est PaySafe, plateforme de paiement intégrée. Voilà, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés, de nous avoir rejoints aujourd'hui dans le club BFM Crypto. Lilian Aliaga et ses équipes chez Cryptost et Cyril Sabac pour cet ETF Melanion Capital régulièrement à nos côtés. Bonne soirée messieurs, bon retour. Dans un instant, on se rebranche à la séance du jour sur les marchés dits traditionnels, le CAC 40, Wall Street qui a basculé dans le rouge alors qu'on avait ouvert, qui a basculé dans le vert alors qu'on avait ouvert en baisse. On est désormais en progression, le S&P gagne un petit peu de terrain, plus 0,5. Le CAC 40 lui recule toujours très légèrement. On s'en parle dans un instant, juste après la pause. À tout de suite.